Info, on part donc en Ukraine. L'Ukraine qui vit son 3e Noël consécutif sous les bombes. Regardez cette carte. Les Russes ont donc lancé une vaste attaque de drones et de missiles sur tout le pays. 70 missiles, 100 drones, 6 régions touchées. Vous les voyez ici qui s'affichent. C'était hier soir, cette nuit et ce matin. On va voir des images captées par une caméra de vidéosurveillance dans la région de Kharkiv. Écoutez bien. Ce sont les frappes qui retentissent au beau milieu de la nuit. Il y en a eu 11 en seulement 26 minutes, rien que dans la région de Kharkiv. On va aller retrouver notre correspondant en Ukraine pour mieux tenter de comprendre la situation sur place. Bonjour Guillaume Ptak, merci d'être avec nous. Vous êtes à Kiev en ce moment même. On l'a vu avec ces nouvelles attaques, Vladimir Poutine veut s'attaquer au moral des Ukrainiens. Oui, effectivement, sans grande surprise, la Russie n'a pas accordé de trêve de Noël à l'Ukraine. Comme très souvent, malheureusement, les Ukrainiens se sont réveillés aux alentours de 5h30, 6h, avec le bruit des explosions et des sirènes de l'alerte anti-aérienne. Comme vous le disiez, il y a eu 58 missiles qui auraient été abattus par l'Ukraine, mais plusieurs métropoles ont quand même été touchées. Donc à Kharkiv, il y a notamment 6 personnes qui auraient été blessées. Dans la région de Dnipro, 1 personne tuée. Et comme l'a noté le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ce genre d'attaque, ça demande une préparation minutieuse dans le choix des cibles, dans le choix du moment auquel frapper. Et ça signifie donc que oui, c'est une décision cynique, mais qui vise à saper le moral de la population ukrainienne. Merci beaucoup Guillaume Ptak en direct de Kiev en Ukraine pour continuer à parler de cette actualité. On est avec Elisabeth Shepard-Selam. Bonjour Elisabeth. Bonjour Émilie. Maîtresse de conférence, directrice du programme politique et relations internationales à l'Université de Tours. Vous êtes aussi spécialiste défense et sécurité. Merci d'être avec nous. On est aussi avec Hélène Blanc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, politologue spécialiste de la Russie et du monde slave. Vous avez aussi écrit l'ouvrage Bon baiser de Paris aux éditions Ginko, dont la couverture s'affiche ici. Et on est avec Xavier De Giacomoni. Bonjour Xavier. Bonjour Émilie. Éditorialiste international LCI. Et vous êtes déjà rendu en Ukraine depuis le début de la guerre, donc votre regard va être très intéressant sur ce qui s'est déroulé, notamment ces dernières heures. Justement, Xavier, peut-être un mot sur cette attaque du 24 et 25 décembre. Est-ce que pour vous, il peut y avoir une coïncidence avec la date ? Non, il n'y a pas de coïncidence. En fait, il y a des campagnes de frappe de missiles qui sont planifiées par les Russes. Ils ont reconstitué leur stock de missiles. À un moment, il y avait moins d'attaques. Là, on voit qu'il y en a beaucoup plus. Des attaques comme celle-ci, de cette importance-là, il y en a au moins une par mois, mais il y en a toutes les semaines, et voire même tous les quelques jours. Après, choisir la date du 25 décembre pour Vladimir Poutine, c'est une nouvelle fois punir l'Ukraine. Punir l'Ukraine, bon, depuis le début de la guerre, depuis le 24 février 2022, des frappes souvent sur des habitations civiles qui font de moins en moins, qui font toujours autant de dégâts, mais de moins en moins de morts parce que les Ukrainiens se sont adaptés sur les systèmes d'alerte. En Ukraine, vous avez sur votre téléphone portable des systèmes d'alerte qui fonctionnent relativement bien. Les gens descendent dans les abris, descendent dans les caves, mais ce sont toujours les installations civiles qui sont frappées. Alors pourquoi punir l'Ukraine le 25 décembre ? Parce que l'Ukraine, autrefois, fêtait, selon le calendrier julien de l'Église orthodoxe, Noël le 7 janvier, comme c'est le cas toujours en ce moment en Russie. Or, il y a 2 ans, ça a changé. Ils sont passés sur le calendrier grégorien. En fait, ils se sont alignés sur les Occidentaux. Ils veulent rejoindre le monde occidental, l'Union européenne, l'OTAN, mais aussi toute cette ouverture, toute cette culture occidentale. Et ça, Vladimir Poutine ne le supporte pas. Donc, une nouvelle fois, il punit de manière totalement inhumaine l'Ukraine. Sachez par exemple qu'à Kharkiv, pour prendre un exemple qui est une très grosse ville, c'est l'ancienne capitale, ça a été la capitale de l'Ukraine, 500 000 foyers sont privés d'électricité. Ça veut dire largement plus que la moitié de la population, parce que dans un foyer, il y a plusieurs personnes. L'eau potable, de la même manière. Et là, il fait moins 10, moins 20 degrés. Oui, Hélène Blanc, c'est ce que disait Xavier. Vladimir Poutine n'a pas pardonné à l'Ukraine d'avoir changé cette fameuse date de Noël. Avant, c'était donc le 7 janvier. Maintenant, c'est le 25 décembre. Et ça, Vladimir Poutine ne veut pas le laisser passer.
Si vous voulez, pour lui, le 25 décembre, c'est pas Noël. Pour lui, le Noël, ça sera le 7 janvier, selon l'ancien rite orthodoxe de l'Église d'Orient, qui a choisi le calendrier julien, comme tu disais, alors que nous autres, nous sommes sur le calendrier grégorien. Et donc... certains espéraient qu'il allait faire une trêve, mais c'est encore pas comprendre qui est Poutine pour penser qu'il pourrait avoir la délicatesse de faire une trêve, alors que des gens fêtent Noël. Je veux dire, puisque maintenant, à part 4-5 millions d'orthodoxes qui sont encore rattachés au patriarcat de Moscou, en Ukraine, tout le reste, c'est une église autocéphale, donc qui est indépendante en quelque sorte. Et ça a eu lieu il y a quelques années, et là aussi... Le patriarche Kirill était furieux parce qu'il perdait des fidèles et Poutine était furieux parce que pour lui, les Ukrainiens doivent être tous comme les Russes, puisqu'il n'y a pas d'Ukrainiens en fait. C'est pas une nationalité, c'est pas une identité, c'est pas un pays. Donc ils doivent faire comme les Russes. Or, ils veulent être indépendants et nous montrer qu'ils sont européens. C'est pour ça qu'ils ont choisi de fêter Noël en même temps que nous. Et ce fameux patriarche Kirill, on l'entendra dans un tout petit instant. D'abord, je voudrais vous faire entendre le général Dominique Trinquant qui s'exprime sur ces nouvelles frappes en Ukraine. C'est symbolique parce qu'il faut rappeler que le Noël ukrainien, maintenant, n'est plus le même Noël qu'à Moscou. Il y a sur le calendrier orthodoxe 8 jours de décalage et donc il n'y a pas de trêve de Noël. Et marquer le fait que l'Ukraine est maintenant du côté non plus de Moscou mais de Rome, j'allais dire, donc de l'Ouest, est quelque chose au-delà du symbolique, d'autant que les frappes ont été sérieuses. Elisabeth Chebar-Selam, c'est aussi un message qui est envoyé aux Occidentaux et notamment à nous, parce que pour nous c'est une fête importante et Vladimir Poutine sait à quel point on peut être choqué par de telles images un 25 décembre. Bien sûr, c'est pour les Occidentaux et notamment pour les Américains, pour qui c'est un des seuls jours où vraiment on sait que tout le monde est à la maison, tout le monde est devant la télé, et Poutine doit très bien savoir que tout le monde regarde avec effroi ce qui se passe en Ukraine et se sent solidaire. Donc effectivement, c'est un message pour les Occidentaux aussi. On va écouter Volodymyr Zelensky qui s'est exprimé juste après ces frappes qui ont touché une bonne partie de son pays. On le rappelle, 6 régions en tout en Ukraine. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de vivre en paix sur notre terre, de voir le soleil, notre ciel. Et on veut voir l'étoile de Noël qui s'y trouve, pas les drones iraniens et les missiles russes. Mais pour certains, ils s'ennuient et manquent de fraîcheur. Ces mots sont la preuve qu'ils sont loin de Dieu, du christianisme, de la vraie foi. Et c'est la preuve que leur servitude et leurs ténèbres sont en train de perdre. Nous le savons. Voilà pour le message du président ukrainien ces dernières heures. Xavier, vous étiez rendu en Ukraine dès les premiers jours de l'invasion russe. Est-ce qu'à l'époque, les populations sur place s'attendaient à fêter 3 Noëls sous les bombes ? Non, certainement pas. Elle s'attendait à beaucoup plus d'aide des Occidentaux. Et moi, je me rappelle très bien, parce qu'on en reparle assez fréquemment, leur première demande dans l'aide occidentale qu'elles attendaient, c'est ce qu'on appelle une no-fly zone, c'est-à-dire une interdiction de survol aérien qui aurait justement permis d'éviter ces bombardements, parce qu'à partir du moment où des avions occidentaux avaient pu patrouiller dans le ciel ukrainien, les bombardements étaient rendus beaucoup plus difficiles pour les Russes. D'ailleurs, ils le demandent toujours aujourd'hui, parce que ça, ce serait la protection la plus efficace pour eux. En plus, ils considèrent que c'est relativement simple à mettre en œuvre. Depuis la Roumanie, la Pologne, les avions n'auraient pas besoin d'être stationnés sur le sol ukrainien. Moi, j'ai vécu des bombardements, pas de cette intensité-là, mais relativement forts quand même sur l'ouest de l'Ukraine, où en une nuit, vous pouviez descendre 2 ou 3 fois dans les abris. Enfin, les abris, c'était la cave de l'immeuble, où il y avait quasiment autant de risques d'être enseveli sous l'immeuble que d'être bombardé
dans son lit au 3e ou au 4e étage. Oui, et donc vous savez à quel point c'est violent. Dans d'autres circonstances, c'est extrêmement violent. Et comme le disait Elisabeth tout à l'heure, le fait que ce soit le soir de Noël, tout le monde est chez soi, tout le monde se retrouve en famille. C'est une nuit très particulière pour tous les chrétiens dans le monde. Et cette nuit-là, effectivement, les bombardements, parmi les plus intenses qu'on ait eu depuis plusieurs mois. Oui, on peut penser que la date a été choisie. Elle s'inscrit, comme je disais tout à l'heure, il y a le symbole d'un côté et puis il y a l'action militaire de l'autre. Ils auraient pu choisir le 23 ou le 26 décembre. Évidemment, ils ont choisi la nuit du 24 au 25. Pour lancer une attaque massive, oui, en mais tout cas. Vraiment, comme le disait Hélène tout à l'heure aussi, il est extrêmement important de comprendre que pour Vladimir Poutine, pour les Russes, pour le Kremlin, les Ukrainiens sont des Russes comme les autres, et ils n'auraient jamais dû quitter le giron de la Russie. C'est vraiment une punition et les obliger à revenir. D'ailleurs, c'est ce qu'on verra au fil du temps, au fil de cette guerre, même si jamais il y avait des négociations, même si jamais la ligne de front s'arrêtait au Donbass, Vladimir Poutine, le Kremlin, celui qui lui succédera, n'arrêteront jamais de vouloir conquérir toute l'Ukraine sous une forme ou sous une autre. Moi, j'ai couvert la première révolution ukrainienne en 2004, la révolution orange. Donc, les Ukrainiens avaient élu un président Yushchenko pro-occidental, le sortant pro-russe Yanukovych de l'époque soviétique, on était encore assez proche de 1991, avait décrété sa victoire. Il y avait eu une révolution sur la place Maïdan, la même qu'en 2014, cette fameuse place de l'indépendance à Kiev. Et les pro-occidentaux ont gagné une première fois. Yanukovych est revenu avec l'aide de la Russie. Et là, une fois que le Kremlin aura réglé son compte à l'est de l'Ukraine, éventuellement à Volodymyr Zelensky, ils feront tout pour remettre au moins un pantin à la solde de Moscou, à la présidence de l'Ukraine. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Et Vladimir Poutine, d'ailleurs, l'a dit il y a quelques jours. C'est logique. Oui, le président russe l'a rappelé d'ailleurs il y a quelques jours. Il ne peut pas y avoir de guerre tant que Volodymyr Zelensky est au pouvoir en Ukraine. Il ne peut pas y avoir de paix, oui. Absolument. Je voudrais qu'on parte sur le terrain avec ces images et ces témoignages de nos équipes sur place. C'est Thomas Misraki avec Arthur Grolet qui se sont rendus dans la région de... Alors c'est une région ou non? Dans la ville de Mykolaiv. Oui, c'est un absolument. oblast aussi. Il y a aussi l'oblast. Dans la région et dans la ville de Mykolaiv pour aller à la rencontre de ces habitants et de ces Ukrainiens qui vivent donc ce troisième Noël sous les bombes. Une messe de Noël pour célébrer la naissance du Christ et les soldats ukrainiens. Dans cette église de Mykolaiv, les fidèles prient pour leurs combattants et la fin du conflit. La victoire et la paix, c'est la seule chose dont nous avons besoin pour l'Ukraine et je pense pour le monde. Tous les ans, c'est sur cette place, face à la mairie, que la municipalité de Mykolaiv installe son sapin de Noël. Pas cette année à cause de la guerre, à la fois pour des raisons budgétaires et pour des questions de sécurité. Pour trouver un sapin de Noël dans la ville, il faut venir dans ce parc d'attractions. En ce moment, c'est assez rare de voir un sapin décoré. Et ça donne un peu de joie de voir ce sapin illuminé. Je voulais ressentir l'atmosphère de Noël et oublier les 2 dernières années et demie de guerre. C'est le 3e Noël des Ukrainiens depuis le début de l'invasion russe. C'est très difficile moralement. C'est pour ça que nous sommes ici, pour que ce soit plus facile pour les enfants. Mais c'est très dur. 70% des Ukrainiens considèrent désormais Noël comme la fête la plus importante de l'année. On voit, Hélène Blanc, sur ces images que les Ukrainiens se sont habitués finalement à ce qu'ils vivent depuis toutes ces années. Écoutez, ils n'ont pas vraiment le choix, il faut dire ce qui est, puisque l'Ukraine reçoit des armes, mais jamais suffisamment, toujours un peu en retard. Je crois que les armes promises par les Américains ne sont pas arrivées en totalité, loin de là. D'après ce que tu sais, sans doute, je ne sais pas, tu sais le dernier énorme package qui a été voté. Tout ce qui a été promis, que ce soit des Américains ou des Européens, il y a
Rien qui a été livré dans son entièreté, c'est ça, y compris avec les F-16. Je pense que c'est surtout ça. Donc ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais on leur donne suffisamment d'armes pour se défendre, mais pas suffisamment pour gagner vraiment cette guerre. Et c'est ça qui est terrible. Ils se battent avec un bras dans le dos, en quelque sorte. Mais ils sont toujours aussi courageux, même s'ils sont, bien sûr, fatigués. Et on voit Zelensky, il est très fatigué. On voit bien qu'il n'est pas comme il était au début. Et puis, ce rôle de président d'un pays en guerre, qui va tout le temps tendre la main vers l'OTAN, vers les États-Unis, vers l'Europe, je veux dire, c'est terrible pour quelqu'un qui a un peu de fierté. Réclamer tout le temps, mendier, quoi, en quelque sorte. Je pense que pour son amour-propre, c'est pas terrible, mais il le fait pour l'Ukraine. Oui, alors on l'a bien vu, Noël est dans le collimateur du Kremlin. Il y a aussi autre chose qui est dans le collimateur du Kremlin, c'est le Père Noël. On en avait parlé ensemble, Xavier. Oui, ça peut prêter à sourire, mais c'est très sérieux, c'est Vladimir Poutine et ses proches qui voudraient le mettre dans la liste des agents de l'étranger. D'abord, petit rappel sur ce que disait Vladimir Poutine au sujet du Père Noël. Là, cette fois, c'était le 22 décembre 2022, donc il y a 2 ans. Croyez-vous au Père Noël ? Oui, bien sûr. Super. Toutes les personnes normales et décentes devraient croire au Père Noël. Vous et moi pensons la même chose. Voilà, Vladimir Poutine qui croit tellement qu'il a décidé d'y mettre fin, tout simplement. C'est même un de ses proches, c'est précisément Vitaly Borodine, un responsable russe ultra-conservateur, qui a fait cette proposition et qui a proposé de mettre le Père Noël dans la liste des agents de l'étranger. On le rappelle, c'est quand même un qualificatif pour présenter quelqu'un comme ennemi du peuple. Pourquoi, Elisabeth, d'après vous ? C'est parce qu'il est en train de mener une guerre contre nous, tout simplement. Alors, il y a, et je parle sous contrôle de Hélène, qui connaît certainement mieux que moi, c'est quand même on va dire, c'est le Père Noël occidental, en rouge, un peu façon Coca-Cola, qui est rejeté, pas ce concept de Saint-Nicolas et du Père Noël, si j'ai bien compris, qui est en bleu. En Russie et dans ou en blanc. Ou en blanc. Donc, c'est un rejet, encore une fois, de tout ce qui est occidental. C'est pas un rejet en soi de la Père Noël, mais de la Père Noël qui a été importée à ses yeux de l'Occident, des États-Unis certainement, en faveur d'une Père Noël qui est plus trop traditionnel, russe. La version russe s'appelle Died Moroz, c'est ça ? Oui. En fait, c'est le bonhomme hiver, le grand-père hiver, le grand-père gel, enfin bon, on le traduit comme on veut. Mais ce que je voudrais quand même dire, parce que peut-être les gens ne le savent pas, c'est que cette tradition du Père Noël, que nous appelons comme ça nous, a commencé au XIXe siècle. Et que pendant l'URSS, si au début les bolcheviks qui ont absolument interdit de pratiquer la religion ont donc supprimé le Père Noël. Et en 1935, le Père Noël a été rétabli. Donc, ce n'est pas quelque chose de récent ou de nouveau. Ce n'est pas un personnage politique, il faut que ça soit clair. C'est quelqu'un, même pas peut-être religieux, ça fait partie des traditions et des contes et légendes russes, comme nous en avons aussi. Je veux dire, donc c'est complètement ridicule de lui prêter une influence, d'espion, d'agent d'influence, enfin c'est ridicule. Faut arrêter, monsieur Poutine, et vous autres, les Russes, faut arrêter cette paranoïa, parce que franchement, vous êtes ridicules. Voilà, on sent bien que ça, c'est la goutte d'eau en trop pour Hélène Blanc. Xavier, c'est vrai que ça semble absurde, en fait. Oui, mais ça s'inscrit toujours dans la même logique, renier, s'éloigner de toutes les valeurs du monde occidental. Alors après, c'est pas Vladimir Poutine qui porte ça à bout de bras au Kremlin, c'est un homme qui s'appelle Vitaly Borodine, qui est coutumier de ce genre de faits. Et en fait, ce sont tous ces sujets du tsar qui veulent se montrer plus nationalistes, plus Sainte Russie que le tsar lui-même, qui ont ces idées saugrenues. Après, on peut rappeler aussi que le village du Père Noël est en Finlande, que grâce aux actions de Vladimir Poutine en Ukraine, la Finlande vient de rejoindre l'OTAN et qu'effectivement, c'est un danger pour lui. Mais surtout, dans tout ça, dans ce rejet des valeurs occidentales, c'est se prémunir du fait, et notamment en Ukraine, c'était une évidence. L'Ukraine était un pays très ouvert depuis son
son indépendance, qui s'ouvrait beaucoup d'un point de vue démocratie. Alors évidemment, il y avait des problèmes d'oligarques, il y avait des problèmes de corruption, mais ils étaient sur un chemin où il y avait une vraie démocratisation de la société, et Vladimir Poutine ne veut surtout pas, c'est ça son principal problème, que ça serve d'exemple aux Russes dans lesquels qui vivent dans un État qui est une dictature. C'est vraiment ça son problème au départ. Il ne veut pas qu'il y ait que la démocratie puisse s'étendre tout le long du continent jusqu'à contaminer, selon ses propres mots, la Russie. Ouais, vous avez raison de parler de contamination. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la démocratie qu'il rejette, c'est toutes les valeurs qui sont portées par l'Occident. Et écoutez-le, il y a encore quelques mois, il rejetait toutes ces valeurs justement qu'on porte ici. Est-ce que nous voulons que notre pays, au lieu de dire maman et papa, dise parent numéro 1, parent numéro 2 ? Sommes-nous devenus fous ? Est-ce que nous voulons que dans nos écoles, dès la maternelle, la perversité soit apprise et transmise aux enfants, ce qui les blessera, en expliquant qu'en plus de la femme et de l'homme, il existe d'autres genres ou qu'on leur propose des opérations pour changer de genre ? Est-ce que nous voulons tout ceci dans notre pays et nos enfants ? Tout ceci est inacceptable pour nous. Notre avenir est différent. Voilà, c'est exactement ce que disait Xavier finalement, Elisabeth. Oui, c'est cette lutte contre un Occident qui est décadent à leurs yeux. Et cette décadence passe aussi, on a entendu beaucoup Poutine décrier l'homosexualité par exemple. Mais ce que je trouve intéressant, le discours c'est le même qu'on a entendu de Trump il y a 1 ou 2 jours sur le fait qu'ils allaient instaurer que 2 genres dans les officiels aux États-Unis. Donc effectivement, il rejette une certaine capacité de l'Occident d'être ouvert d'esprit, mais c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est le même discours dans l'Occident aujourd'hui, notamment à l'extrême droite.